Bah moi, c'est Bekenyo. J'ai 33 ans, plutôt jeune, hein. L'âge du Christ, comme on dit. D'où je viens, c'est un peu particulier parce que je viens d'un peu partout. À la base, j'ai fait mon adolescence en Guyane, F7310, Kourou City. Après, quand je suis arrivé en métropole, j'ai été dans le 91 surtout. Mon quartier, Montgeron-la-Forêt. Sinon, après, j'ai vécu aussi à Viry. Je connais pas méga sur la Grande Borne ou aux Érables. Enfin voilà, plusieurs secteurs, mais 91 et Guyane globalement. C'est en 98, vraiment. Donc ça avait commencé en fait en Guyane. Hein. J'étais dans une équipe de basket et en fait on bougeait tout le temps en déplacement pour aller à Cayenne, à Saint-Laurent, etc. Et moi j'étais le seul batou du bus. Et en fait les mecs ça freestylait tout le temps, ça partait beaucoup en dancehall, donc c'était surtout un délire dancehall. Donc grosse vibe, gros délire et moi je me sentais un peu toujours exclu. Et puis du coup en scred j'écrivais des trucs chez moi. Et un jour, j'ai commencé dans le fond du bus, je me suis levé, j'ai chanté, et les gens ont dit « Oh, le gars il chante » et tout. Donc ça a mis une espèce de reconnaissance du quartier, de mes potes en Guyane, de tout ce délire. Je me suis dit oui, il y a quelque chose à faire. Après, je suis arrivé en métropole. Et là, j'ai commencé avec un gars à moi qui aujourd'hui fait sa bosse de son côté, qui s'appelle Dandiguel. Avec lui, on a commencé à écrire, on écrivait sur un cahier. Donc c'était en 98, je sais pas si t'imagines, c'est là que je me dis que je suis un ancien bordel de merde. Et on écrivait sur un cahier, on se passait le cahier, nous deux, on s'écrivait les textes et tout, etc. On rêvait de musique, mais on faisait rien encore de très sérieux. Après, je suis allé un peu partout, j'ai bougé à Toulouse, j'ai eu un autre groupe dans le 7-7, etc. Puis après, je me suis soudé avec mon groupe OMF à l'ancienne. Aujourd'hui, avec d'un côté Relox, qui a fait sa carrière dans de la SAP, qui marche de ouf, qui s'appelle Woodlife. Et de l'autre côté, Pomfu Nègre, Pomfu Néguise, qui sont en train de faire leur blaze, très liés à la communauté comorienne, mais ils ont un succès de ouf parce qu'ils commencent à passer un peu à génération, au move, ils commencent à être grave respectés. Et avec eux, tu vois, je commençais un peu à rapper, mais j'étais un peu chelou parce que j'étais plus dans la dire dancehall. Ça, quand je suis arrivé dans les années, quand le truc a commencé à marcher en 2000, comme j'étais un babtou qui faisait du dancehall, c'était un peu inédit, surtout qui chantait en créole. Du coup, on a commencé un peu à m'attraper et à me mettre dans le milieu dancehall. C'est-à-dire, j'ai fait la première partie de Daddy Mori, première partie même du milieu limite Zouk, Perle Lama, etc. Je fais des gros événements, j'étais invité à la radio. À l'époque, ça s'appelait Média Tropical. Donc, j'ai eu tout un espèce de délire poussé dans le dancehall avec plein de gens qui voulaient plus ou moins me récupérer, me manager, etc. Donc, les fameuses stories avec les managers, hein, j'ai donné, hein, les mecs qui te disent. Viens là, on va faire de l'oseille, alors que les mecs, ils ont pas un rond eux-mêmes et tu feras jamais d'argent avec eux. Donc il y a eu toute une partie de dancehall et quand je suis arrivé aussi dans mon quartier, dans le 91, les gens, je commençais à les choquer avec le dancehall. Et en même temps, le rap, ça me faisait kiffer. Donc après, il y a eu après les années 2000, on va dire 2004-2005, où je commençais à faire un style entre les deux, entre le rap et le dancehall. Je travaillais avec des gars à moi et en fait je commençais à faire du clash, beaucoup de clash, c'était la période 8 Mile, donc Eminem, forcément Babtou du rap, Babtou milieu, moi j'ai grandi dans des quartiers où j'étais souvent le seul Babtou, je me suis beaucoup, je fais une énorme analogie avec Eminem, après donc il y a eu toute la période clash et en fait je commençais à clasher vite fait dans mon quartier, sauf que tu clashes dans le quartier, les mecs de ton quartier ils tapent tous des barres. Plus ou moins, ils nous ont pris avec 2-3 potes à moi, une espèce d'étendard. Genre, dans le quartier, on a un mec qui clash, il est fort. Donc, les grands du quartier ont commencé à nous amener. On a fait des clashs aux épinettes dans le 91, des clashs à Massy. Donc, on était très 91. Et à l'époque, il y avait des Gangstrom Style qui avaient explosé aux Ulysses avec dédicaces, méga Popo, Cynic aussi, surtout pour le plus connu. Mais il y avait tout leur crew des mecs des Ulysses qui étaient vraiment super chauds. Et en fait. Un de mes gars s'était clashé aux épinettes et donc on se dit, nous on a entendu parler du bateau phare. Bateau phare, rendez-vous de tous les clasheurs de l'Île-de-France. C'était à l'époque un truc qui faisait énormément parler, c'était bien avant les rap contenders, etc. Et mon gars il me dit, ouais je me suis fait brûler par un gars qui s'appelle Popo, il est tellement chaud et tout, etc. Je dis, ah ouais putain c'est chaud. À la même époque il y avait sur Skyrock, il y avait le Planet Rap spécial Cynic qui dit ouais, le mec le plus chaud dans la zone en termes d'improvisation, mon gars Popo et tout, etc.
Et du coup, on va à ce fameux événement au Bateau Phare, donc, qui était organisé par Lex, dédicace, hein, Lex, hein, sacré bonhomme du milieu de l'époque, et qui organise les Clash Battle Royale et compagnie. Donc moi, les gars de ma cité viennent avec moi, donc 3-4 voitures de la cité, on part, ils me mettent en étendard, ils disent ah notre Bobtou, faut qu'il fasse quelque chose. J'arrive là-bas, le mec il annonce les blazes, donc c'est des clashs en impro, hein, total impro, et sur des instrus. Donc voilà, et du coup il me dit voilà maintenant il faut que tu ailles clasher. Le speaker il prend le micro, donc Lex, il fait quoi? Il annonce premier blaze, Bequeño, d'ailleurs il écorche mon blaze, c'est devenu Bequero. Bequero versus Popo. Je me dis des trucs de ouf, mon frère. Popo, je m'entends par là toutes les sauces. Et du coup, je monte sur scène, forcément pression et tout. Tu te dis putain, je tombe sur du lourd. Je fais le clash, bim bam, ça part une ou deux phases. Et là, bam, je gagne le clash. Clash de ouf, en plus Popo archi fort. Donc on fait vraiment une grosse battle. Ma première victoire. Et après, ça a été une longue série de victoires. Sur le clash, j'ai vraiment eu une espèce d'âge d'or, entre guillemets. On était invaincus en équipe avec mon pote Aladoum, avec une fameuse équipe qui était Albeke. J'ai été wanted 3 fois de suite. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu gagnais les clashs, on mettait une affiche de toi dans la ville de Paris, donc partout, les gens voyaient ton blaze. Et il fallait, quand ils viennent le jour d'événement, ils te clashent. Donc voilà, donc il y a eu toute une période liée au clash. Et cette période-là, elle a eu pas mal de retombées. On avait fait une double page dans le magazine Radical à l'époque avec mon pote Aladoum. Il y a eu plein de trucs. Et derrière ça, en fait, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, donc familiales, des événements familiaux, mon fils qui est arrivé, etc. Donc du coup, lever le pied sur le rap, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'aurais pu saisir quelque chose plus sérieusement. Il y avait des gars de mon quartier qui voulaient blanchir entre guillemets de l'argent, qui me disent ouais, est-ce que tu veux qu'on te manage et tout. Sauf qu'ils me donnent des RDV, et les RDV qu'ils me donnent, c'est des RDV où moi je taffe en fait. Donc du coup, j'ai fait mon choix, c'était plus musical, et j'ai sorti mon premier album à l'époque en 2008. C'est pas vraiment un album, c'est une compilation de plein de sons que j'ai fait de partout. Je suis parti à Boston, j'ai freestylé là-bas. Quand j'ai freestylé, les mecs qui me sont fait remarquer, j'ai posé par un producteur qui s'appelle Real Drama. Il y a eu plein d'événements qui sont passés. Et du coup, sur tous ces événements, en fait, toutes ces péripéties, j'ai créé un espèce de projet qui a regroupé tous mes sons. Dancehall, rap à l'époque, des featuring avec les Quinry, enfin voilà. Donc, putain de merde, 98. Je suis pas très fort en calcul mental, mais on va dire on arrondit à 2000, ça va faire presque 20 ans que je rappe, quoi, que je fais du dancehall. Alors mes influences, en fait, sont multiples. C'est un peu bizarre parce que je te dis, j'ai commencé par le dancehall. Après, j'étais comme tous les mecs quand j'étais très jeune, j'étais limite hard rock, tu vois, Rage Against the Machine, Nirvana, tout ça. Pour moi, c'était vraiment des trucs de ouf. Et après, quand je suis arrivé en Guyane, bah forcément. Dans mon quartier, j'ai été influencé indirectement par tous mes potes, tout le délire ambiant. Donc c'était très dancehall. Moi, pour les connaisseurs de dancehall, je suis vraiment de la génération Bogle, c'est-à-dire les dancehall où il y a beaucoup de basses, très rythmées, contrairement un peu mélodieux qui a beaucoup plus ces dernières années. Et donc j'étais à fond dans le dancehall quand je suis arrivé en métropole. À Guyane, ça a commencé avec le Wu-Tang. Moi, j'ai commencé un peu tard sur le rap. Il y avait Tribe Called Quest qui était lourd, que je kiffais quand j'étais gosse. Mais après, c'est parti en mode le Wu-Tang Forever. Moi, j'ai adoré cet album. Pourrait paraître pour un inculte parce que c'est vrai qu'il y avait Enter the 36 Chambers avant et tout. Et moi, franchement, Wu-Tang Forever, c'était vraiment ma cale. Et après, justement, il y a eu toute une génération rap français. Mais moi, ça a commencé avec Ma Cité Va Craquer. Ça Cité Va Craquer. Cet album, il m'a tellement arraché la tête. Ne serait-ce qu'avec le son des X-Men. À l'époque, je me rappelle, c'est un CD que j'ai tellement rodé et saigné qu'à un moment dans la cité, quand avec mon groupe OMF, on a commencé à avoir un peu de succès. Il y a Cassidy d'X-Men qui s'était intéressé à nous et qui était venu parce qu'il avait emménagé pas loin de notre quartier et il s'est occupé de nous, il a taffé avec nous. Et là, j'étais comme un gosse. D'avoir approché Cassidy, d'avoir travaillé avec lui, d'avoir le mec qui nous respecte, qui nous dit putain, vous faites du travail de lourd, ou d'avoir à l'époque d'ici de la peste, au moment où il fait Je pète les plombs, qui fait, nous on fait sa première partie dans notre coin à Montgeron, que le gars dans les magazines après il dit le rap n'est pas mort, notamment il y a des petits jeunes dans le 91 qui font du taf, enfin notamment OMF, toutes ces choses là en fait ça m'a fait encore plus kiffer le rap français, mais c'est vrai que je suis un grand kiffeur de rap américain. Il y a des producteurs comme j'en parlais tout à l'heure avec un gars à nous, Tierno, il y a Cardo, il y a aujourd'hui qui me rend ouf, il y a Notes qui me rend ouf, il y a enfin tout ce qui est rap américain, je peux autant écouter
comme tout le monde, hein, là, par exemple, il y a le dernier Fat Joe avec Renima et French Montana que je kiffe. À côté de ça, je suis capable de kiffer du Nice Wonder, du JD, du Madlib. Voilà, moi le rap, je l'aime à tous les niveaux, mais après, il n'y a pas vraiment une influence particulière. Je kiffe. Faut que ça parte. Moi, j'aime bien les nappes, j'aime quand il y a de l'infrabasse, j'aime quand c'est ficelé, j'aime quand il y a du fond, mais j'aime aussi quand les mecs ils disent de la merde. J'aime. Après, c'est tout l'encensement qu'il peut y avoir derrière ces délires-là qui des fois me dérange. La musique, elle est plutôt, on va dire, instinctive. Des fois, je peux avoir des messages qui me tiennent à cœur. En ce moment, ils sont très, très... Ça se monte un peu dans les derniers sons que j'ai. C'est un peu militant parce qu'il y a je suis un peu écuré de certaines choses du milieu, même de la vie. Tu peux pas avoir les mêmes lyrics quand t'as 20 ans que les mêmes lyrics que quand t'as 30 ans. Quand j'ai commencé, quand j'avais 20 piges, j'ai fait du dancehall, c'était la vie à coûter, faut te profiter. Quand c'est bon pour foutre les beaux business de qualité. Ok, conseil qui m'a dit, mon faut te coûter. C'était très fast, flow, tu vois, un peu limite, même avec mon groupe OMF, il y a les premiers sons, c'était un peu le ghetto, street et tout. Et par contre, jamais on a des armes, on fait tout, jamais de ça. Mais plus en mode, voilà, la vie d'un jeune banlieusard qui galère. Maintenant, c'est pas que je suis plus un banlieusard qui galère. Hein. C'est pas ça, mais c'est plus, tu vois, je suis père, je paie mes factures, je vais au taf tôt le matin. J'ai plus envie de parler de choses comme ça en fait. Moi, quand j'écris, mon rêve, tu vois, c'est un rêve tout con. Hein. Mon premier album, ouais, si j'ai l'occasion d'en parler, je t'en parlerai, mais c'est surtout que quand je l'ai sorti, il a été gratuit pour la simple et bonne raison que mon rêve à moi, c'était qu'il y ait des mecs, peu importe où, à l'autre bout du monde, ou même à côté de chez moi, qui écoutent le son, qui disent putain, ce qu'il dit le mec, c'est frais. Ou ah ouais, le son il est lourd. C'est jamais très évident quand les parents sont séparés. J'avais écrit un texte sur mon gosse, et voilà, c'était quelque chose d'hyper important. Et ça me tenait vachement à cœur. Et en fait, c'est par période, tu vas avoir envie de faire du conscient, de passer des messages. Des fois, tu as juste envie de faire kiffer. Mais quand j'écris, c'est surtout ça. J'essaie d'avoir des punchlines et surtout d'avoir quelque chose que les mecs ils disent ouais, il a quelque chose à dire, le gars. Comme une go qui a pas de sein, chez nous y a pas de sein, mais pour tout péter on est 200. Ça se tape et ça descend, des histoires anciennes nous récentes, nos forces sont présentes même quand les keufs font leur descente. On est toujours au même endroit, toujours au même palier. On attend au quartier comme greffé à la cage d'escalier, mais on se bat tous pour les mêmes causes, les mêmes gosses, les mêmes sauces, qui fait qu'on parle souvent des mêmes choses. L'homme que l'on nomme Béquenyo toujours au B. Avec ma team tu sais qu'on ne vient pas pour te mettre de côté, on vient pas pour fricoter, ni pour plus pour tricoter, car c'est de actuellement, je travaille avec plusieurs beatmakers en fait, mais surtout un. En fait, il y a un crew avec lequel j'avance énormément, qui est le Most Wanted Corp. En fait, ce crew, il est basé essentiellement à la base à l'initiative de Black Brown, qui était un de mes beatmakers pendant des années. C'est un vrai talent du clavier, hein. C'est un mec... Il a commencé avec des petites vidéos sur internet où il montrait comment il faisait ses beats. Les gens ils ont saigné du nez et du coup ça a fait tout un buzz autour de lui. Et derrière il a confirmé avec énormément de collaborations lourdes, soit avec des Américains, des Jamaïcains, avec le dancehall ou même avec des rappeurs français. Donc du coup j'ai toujours travaillé avec lui, j'ai eu cette chance. Parce que c'est quelqu'un d'assez sérieux au niveau business et au niveau organisation. Donc voilà, j'ai eu ce privilège de bosser avec lui et je bosse encore aujourd'hui avec lui sur mes derniers sons. Après, j'ai bossé aussi avec mon pote Nico, qui aujourd'hui lui bosse avec le Watibé, notamment il a produit des sons pour H Magnum ou autre. C'est beaucoup plus mainstream que ce que moi je fais, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé et lui aujourd'hui il prend il est en train d'aller sur une autre planète un peu, il produit sa femme, il fait plein de trucs très sérieux. Donc voilà, financièrement en plus, c'est des trucs qui sont intéressants et qui vont sûrement rapporter. Donc voilà, donc c'était mes deux beatmakers principaux. Après, je travaille avec beaucoup de gens. J'ai travaillé avec DJ Ego, qui est un DJ italien. J'ai fait des featuring avec des Américains, notamment Breeze Evafouine, champion de Clash de New York, Tribeca, rappeur new-yorkais aussi. Voilà, plein de collaborations partout. Si demain je devais choisir avec qui je travaillerais, franchement, à part réaliser des rêves de gosse, de rapper avec certains rappeurs que tu idolâtres, notamment aux États-Unis, Styles P ou autres, peut-être des trucs, je me dirais voilà, un truc de ouf. Mais après, au niveau beatmaker, aujourd'hui avec internet et même avec les rencontres que tu fais aujourd'hui tous les jours, moi par exemple aujourd'hui j'ai rencontré un mec, Tcherno,
Le mec, c'est un beatmaker. Il m'a fait écouter une dizaine d'instrus. J'ai saigné du nez. Je me suis dit, putain, faut que je bosse avec lui. Warlock, c'est une référence. Voilà, il y a plein de mecs que je kiffe. Mais par contre, c'est plus comme quand t'es gosse où tu te dis, je veux poser avec des stars ou quoi. Franchement, tous les mecs connus, ils sont talentueux, mais je m'en fous de bosser avec eux, en fait. Contraste, en fait, c'était un album que j'ai sorti, ouais, en effet, en 2009. Mais il représente pas vraiment l'année 2009 parce que c'était vraiment une compilation. Cet album, c'était... j'ai jamais été structuré, c'est-à-dire j'ai jamais eu de manager qui me dit tiens, il faut faire ci ou ça, ou même de label derrière moi. J'ai toujours marché avec énormément de rencontres un peu partout. Cet album, il est arrivé après l'explosion, entre guillemets, de mon groupe OMF, enfin l'explosion, c'est pas le bon terme parce qu'on a toujours été une famille, mais dans le sens où chacun a commencé à faire ses orientations, aller un peu à droite, à gauche. Et en fait, moi aussi, du coup, j'ai sorti mon projet perso. Et en fait, cet album, il regroupe plein de sons que j'ai fait de 2004 à 2009. Donc, il y a eu plein de choses. Il y a un son que j'ai fait aux États-Unis avec un producteur local à Boston qui m'a trouvé pendant que j'étais en train de freestyler dans la rue. Il y a des sons que j'ai fait de dancehall pour des DJ de mon quartier en Guyane. Il y a des featuring avec des Quinry. Donc cet album, je l'ai mis en téléchargement gratuit. Moi, j'ai fait plus de 5000 téléchargements. Aujourd'hui, quand je vois, quand tu fais un truc payant, tu fais 1200 téléchargements. Mon but, personnellement, c'est d'être écouté par le plus grand nombre. Et j'étais piraté par des mecs qui croyaient que mon album était payant, des Russes. J'ai eu des contacts avec des mecs au Japon et tout. Cet album, en fait, il a tourné partout. Et c'était le but de ma démarche, en fait. Depuis Contraste, j'ai eu plusieurs choses qui ont changé. Hein. Mon premier fils a bien grandi, je me suis beaucoup focalisé sur lui. Sur les galères de la vie, c'est-à-dire quand t'es pas signé, tu cherches un taf, tu galères. Comme la musique, ça te coûte de l'oseille, ça t'en rapporte pas, ben, tu prends du temps avant d'en refaire. Donc j'ai surtout fait des featuring, posés sur des mixtapes, des compilations. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui refuse pas trop les featuring. C'est-à-dire à chaque fois qu'il fallait aller poser quelque part, je vais poser. Donc j'ai surtout posé un peu à droite à gauche. À l'époque, j'avais gagné un clash sur Génération qui était le God of War organisé par All Quinry. Donc c'est des petits trucs, je faisais de l'événementiel plutôt. J'allais sur des endroits, je rencontrais des gens, etc. Mais globalement, j'avais pas le projet de sortir quelque chose. Là dernièrement, j'ai encore fait des sons. C'était plus faire des sons pour kiffer, pour avancer. Mais en fait, le fait d'avancer avec le Most Wanted, d'avancer avec Black Brown, quelqu'un qui me booste énormément, qui me, entre guillemets, produit, mais aussi manage. Et le fait d'avoir d'excellents retours sur les sons que j'ai pu sortir, ben, notamment mon dernier clip, les gens me chauffent. Et en fait, comme le premier projet, en fait, j'avais coffré des sons, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut en faire quelque chose. Là, c'est pareil, je dois avoir 8-9 sons dans l'ordi, plus 4-5 que j'ai programmé de poser. Donc, il y aura un deuxième projet qui va sortir. Je pense qu'il sera Most Wanted. Pareil, je marche avec les frères, hein, ça fait des années, hein, putain, depuis l'époque du Détarclan, j'imagine. Et voilà, donc le projet viendra, il prendra le temps qu'il faudra parce que moi, c'est des bébés, je mets du temps à les mettre en truc. C'est pas que je suis feignant, c'est pas que quoi que ce soit, c'est que la vie, c'est pas facile en fait. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre à beaucoup de gens en fait, notamment beaucoup d'artistes ou même à beaucoup d'auditeurs. C'est quand tu produis de la musique. Moi, c'est mon dernier clip, je veux le dédicacer par exemple à tous les mecs à qui la musique coûte de l'argent. Parce que si demain tu produis de la musique, ça veut dire que tu arrives à être passionné au point de dépenser de l'argent pour faire ça en fait. Et voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra. Il y a un deuxième projet qui arrive, ce sera le même système. À ce moment-là, dès que le deuxième projet arrivera, je vais réactiver mon site Bekenyo que pour l'instant j'ai mis en stand-by parce que je trouvais que l'ancien album, il avait assez tourné, c'était bon. Et puis ça laissait une espèce ça laisse une valeur à ceux qui avaient téléchargé l'album à l'époque. Parce que demain tu leur parles l'album de Bekenyo, où est-ce que tu peux le trouver? Bah, ceux de l'époque l'ont téléchargé en fait. Aujourd'hui, bah, tu peux pas. Je réactiverai le site pour le deuxième projet et on verra quelle vie il aura et la contenance. Mais il y a déjà de bons petits sons prometteurs dessus en tout cas. Rendez-moi mon rap, c'était un peu quand tu vois sur le principe quand tu lis ça, rendez-moi mon rap, tu te dis mais mec pourquoi il dit que c'est son rap, etc. Je pense qu'en fait le rap, on a tous une définition chacun du rap en fait.
C'est-à-dire, tu vas prendre 4000 personnes, 4000 mecs qui kiffent le hip-hop, tu vas leur demander c'est quoi le rap pour toi. 95% du temps, tu auras une vision du rap différente. Moi, la mienne, telle qu'elle était, ma vision du rap, surtout du rap français, c'était un rap, je te dis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le rap, il a évolué d'un système de rap de gauche avec, je prends la politique pour que tu puisses visualiser le truc, en fait, rap de gauche, avec des valeurs, avec un engagement. À l'époque, par exemple, les mecs, ils faisaient des concerts dans leur quartier, ils faisaient des 11-30 contre le racisme, 16-30 contre la censure. Moi, je suis cette génération, la cité va craquer, même avant, L432, Time Bomb, etc. Toutes ces choses-là, en fait, ça avait quelque chose, un impact sur les cités qui était quand même positif. Bon, je prends l'exemple du rap marseillais, l'âge d'or du rap marseillais, Ayam, la Funky Family et tout, etc. Ça parlait de la rue, mais ça mettait en avant aussi la rue, mais pas comme la rue étant un facteur de réussite en vendilant de la drogue ou en sortant des armes, mais la rue comme un facteur de réussite au niveau social, au niveau partage, au niveau échange. Et aujourd'hui, on est passé à un rap, moi, quand je parle avec mes potes, ça fait gaulerie parce que je qualifie le rap du MP actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rappeurs, dans leurs textes, vont te dire fièrement, je deal du crack, je vends de la coke, j'ai des armes. Mais mec, est-ce qu'un jour, quand tu te poseras, quand tu auras 60 ans, tu te diras non, ta vie, moi, mon kiff, c'était d'avoir des armes, c'était de dealer du crack. Quand tu auras des enfants, quand tu feras écouter ta musique à tes gosses, moi, personnellement, mon grand-fils, il a aujourd'hui 11 ans. Je crois ça fait 2 clips où je fais des phoques. Il me dit, papa, c'est pas bien, t'as fait un doigt et tout, etc. Déjà, rien que ça me dérange. Je me dis, ouais, il a pas tort sur le fond. Après, je lui explique le message et pourquoi je fais ça, en fait. Mais il y a vraiment... Les mecs, aujourd'hui, c'est j'ai de l'oseille. 95% louent les trucs qu'ils mettent dans leurs clips. Mais même les 5% qui ont cette oseille, pour moi, ça, c'est la maladie du rap américain. C'est quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, de dire j'ai de l'oseille, j'écrase tout le monde, je balance des billets dans des clips, je tape sur des culs et je mets du champagne dessus. En fait, c'est juste qu'on ne comprend pas la démarche. Moi, en tant que mec qui galère à taffer, en fait, qui voit mes potes charbonner, black, blanc, beurre dans les cités, se lever à 6 h du matin, déposer leurs enfants à la crèche, aller taffer, galérer et tout, etc. Ça me dérange foncièrement, en fait, qu'aujourd'hui, un rap de réussite extravagante et dégueulasse puisse faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que mon vrai truc, en fait, quand je dis le rap c'était mieux avant, mais pas que musicalement, en fait, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, le rap tel qu'il est fait m'écoeure sur beaucoup de niveaux, en fait. Et ça n'engage que moi, c'est mon rap. C'est pour ça que je dis rendez-moi mon rap. Je suis pas là pour être un porte-parole de quoi que ce soit. Je suis là pour le porte-parole de moi-même, en fait. De dire qu'aujourd'hui, le rap tel qu'il est conçu m'écoeure. Et que je trouve qu'il y a tellement plus de sujets à appeler. Moi, je viens de Guyane. Et en Guyane, la drogue, l'alcool, l'or, les femmes, telles qu'elles sont mises dans les clips, ont un impact extrêmement néfaste sur la société, en fait. Et j'ai vu, par exemple, là, quand je l'ai quitté à l'époque où en Guyane, c'était le dancehall, etc., où c'était tous, on est une grande famille, on est des frères et tout, etc. Aujourd'hui, tout le délire trap, or, violence et tout, etc., a fait qu'il y a de plus en plus de morts d'armes à feu. Nous, en Guyane, on a toujours eu des armes à feu avec des fusils à pompe, par exemple. Pourquoi? On va chasser. Quand tu vas chasser un crocodile, enfin un caïman, pardon, tu vas chasser un caïman, tu vas pas le chasser avec une carabine à plomb. Donc tu as forcément un fusil à pompe. J'avais 15 ans, j'avais des fusils à pompe pour chasser. Aujourd'hui, il n'y avait pas autant de morts à l'époque. Aujourd'hui, il y a 3 à 4 fois plus de morts. Pourquoi? Parce que dans les clips, dans les films, tout, on bute des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la musique, quand il y a la radio, à la grande antenne, que mon fils il puisse entendre, on braque, on est des oufs, on baisse tout, etc. Pour moi, ça, c'est de la merde, en fait. Et je préfère la Secret Connection ou tous ces crews qui parlent de la rue, mais avec un message de paix, d'échange, voilà. Ça, c'est rendez-moi mon rap. Rendez-moi cet état d'esprit, en fait. Rendez-le parce que sinon, en fait, tout va couler. C'est un espèce de SOS que je suis en train de lancer avec ce son. C'est rendez-nous ce rap où le système, mais même la société, va continuer à s'écrouler, en fait. Ceux qui ont des bifs oublient souvent d'où ils viennent, trouvant tout dans ce qu'ils tiennent. Pourtant la vie ce n'est pas Pac-Man. On comprend rien à ce que tu dis, frénésicalement. Le rap c'était mieux avant mais pas que musicalement, mec. Tu fous des milliers d'euros dans tes clips, tu vends de l'héroïne.
fait le héros, donc t'es le putain de fils de l'antéchrist. Que Dieu te pardonne, car moi je te fuck man. T'es plus un canard mais un signe, un taliporte man. Tu crois avoir l'étendard mais tu le portes mal. C'est ta que ta création, faites que t'avortes man. C'est comme ces ados prépubères voulant l'homme que l'on nomme Bekenyo. Il faut vraiment qu'il y ait des sites, qu'il y ait des structures qui véhiculent un message positif du rap, mais surtout un message de connaisseurs, de passionnés. Il y a plein de gens, plein de gars autour de moi qui font du son, qui leur coûte de l'oseille. Ces mecs-là, ils méritent pas de gagner de l'oseille, d'être connus, de passer en grande radio. Ces mecs-là, ils méritent d'être écoutés en fait. Par un public qui mérite d'écouter en fait. Aujourd'hui, comme on dit souvent, la merde, elle dépend du public que tu lui apportes. Si les gens écoutent de la merde, forcément, et kiffent la merde, bah toi tu vas produire de la merde. Mais moi aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément de rap et de rappeurs, de mecs investis, qui sont pas connus, qui vont se buter, qui vont taffer, qui vont mettre toutes leurs économies. Dès qu'ils ont un petit peu d'argent, ils vont sortir quelque chose. Donc eux, au lieu de faire un album en une semaine, ils vont te faire un album en 5 ans. Et ces gens-là, ils ont quelque chose à te dire. Ils ont quelque chose à dire. Et même si tu kifferas pas ou c'est pas ta cam, c'est le fruit tellement d'un taf et d'un engagement que voilà. Donc moi, mon message, mon mot, c'est le rap n'est pas mort, il est juste en sursis. C'est très important. Le rap est aseptisé, ça parle de fleurs, plaît aux filles. Si demain je kiffe sur leur son, je flipperai même des pédophiles. Ça clash pour rien à tout va, insulte tranquillement les darons. J'ai déjà fait du clash mon frère, sauf qu'on assumait les paroles. Hey, fuck le rap de merde adolescent. Ne crie plus, crie dans ton rap, respecte ceux qui l'ont donné sens. Car ça gronde dans les TK, ça va péter dans tous les sens. Ton prochain projet de tocard devra s'appeler convalescence. Merde, suicide-toi, personne veut qu'il endosse.